Si nous voulons prendre un peu de recul sur les questions de consommation, je vous propose de partir de ce petit ouvrage de Jérémy Pichon, Famille en transition. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux questions de l'impact visible de notre consommation d'eau. Tout le monde croit que nous sommes aux alentours de 123 litres par jour et par personne. Mais en fait, c'est sous-estimer totalement l'eau cachée que nous allons expliquer dans un instant, qui est sur des volumes sans commune mesure. Plus de 10 fois plus. À quoi est due la différence? Mais c'est la même chose si nous nous intéressons aux déchets. Nous envisageons toujours nos 590 kilos de déchets produits par an dans nos poubelles, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, simplement sur le déchet CO2, nous en émettons beaucoup plus. Sur la consommation de tout ce qui rentre dans un foyer, par personne, c'est quand même 11 tonnes par an. Et donc la question se pose de savoir que deviennent ces déchets. Partons de notre consommation en eau, notre consommation de ressources. La moitié de ce qui rentre dans nos foyers, de ce que nous consommons, c'est fondamentalement via les matériaux de construction de notre maison ou autre. C'est aussi, pour 30%, la biomasse agricole, le bois, les produits dérivés qui sont dans nos maisons. C'est aussi les combustibles fossiles destinés à nous chauffer, voire à nous déplacer. Et puis la petite portion concernant les minéraux, plastiques, les autres produits. Mais si on revient maintenant à la question du départ, si nous revenons à l'eau, on s'aperçoit que notre consommation d'eau, tout le monde croit que l'eau que nous consommons, c'est quelques dizaines de litres d'eau par jour, soit l'eau qui nous sert à laver la salade, à laver, tout le linge, à nous laver nous-mêmes. Mais en fait, cette eau-là ne représente qu'une toute petite partie de l'alimentation. Cette eau peut aussi servir à produire les végétaux. Et effectivement, on dépense beaucoup moins d'eau à laver une tomate qu'à produire une tomate. Le rapport est de 1 à 30. Et si on regarde ces postes de consommation, on s'aperçoit que l'eau que l'on croit consommer directement au robinet ne représente que 6% de l'intégralité de l'eau que nous consommons dans une journée ou dans une année. Et effectivement, ça change complètement nos raisonnements. L'eau que nous consommons n'est pas l'eau que nous croyons consommer. Prenons un exemple. La société Maille, célèbre pour ses cornichons, 1919, produit du cornichon de façon relativement artisanale en France, et puis progressivement, Ricard, Danone, Unilever reprennent possession de cette marque. Et puis en 1999, changement de décor, on délocalise en Chine et en Inde. Qu'est-ce que ça change? En France, que se passe-t-il? Eh bien, en France, on a évidemment une perte de production, une perte d'emploi. On a une dépendance alimentaire puisque notre consommation de cornichons dépend de ce qu'on va être obligé d'importer. On a une perte de qualité parce que la qualité n'est peut-être pas au rendez-vous. Et puis surtout, on a réussi un coup de génie. On a exporté tous les produits phytosanitaires et tout ce qui, en fait, nous gênait en France d'un point de vue purement toxicologique. Alors, si maintenant on va en Chine, eh bien, chez eux aussi, il y a une perte d'autonomie agricole. Car les gens qui consommaient ces cornichons de façon artisanale, de façon familiale en Chine, sont en train de produire à l'exportation. Et globalement, ils ne gagnent pas de capital, absolument pas. Ils perdent même de l'argent sur ces questions-là. Et puis, on leur a exporté notre pollution. Et donc, la pollution des sols explose. Les conditions de travail sans droit de protection sont aussi mises à mal. Alors, qui est gagnant dans l'histoire? Bien, d'une part, pour la France, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce que nos achats de cornichons, en supermarché bien sûr, dépendent de l'extérieur. Mais il en va rigoureusement de même en Chine ou en Inde, où on est obligé d'aller acheter les cornichons en supermarché et plus de façon artisanale. Les choses peuvent changer peut-être. Mais en fait, quel est le grand gagnant de l'histoire?
Eh bien, c'est celui qui s'est chargé de mondialiser le cornichon. Mais en tout cas, nous ne sommes pas forcément gagnants dans cette histoire. Si maintenant nous regardons du côté des responsabilités, nous critiquons tous l'obsolescence programmée de la majeure partie de tout ce que nous consommons. Et chacun d'entre nous va accuser l'autre. On va accuser les industriels de programmer l'obsolescence. On va accuser les actionnaires d'investir sur des produits obsolescents. On va accuser les politiques de ne faire rien, voire même de favoriser. On va accuser les consommateurs de consommer n'importe comment. Mais en fait, ce rejet de responsabilité des uns sur les autres est complètement stérile. L'important, c'est de bien comprendre que les 4 secteurs sont tout aussi critiquables. Il suffit que l'un s'écroule pour que l'ensemble dysfonctionne. Si, maintenant, nous revenons à quelque chose qui pourrait vous apparaître comme une évidence, quel est, d'après vous, le premier secteur de consommation énergétique ? Où est situé notre impact carbone ? Vous allez me dire, c'est les transports, c'est le logement, c'est l'alimentation, tout ce que vous venez de dire en parlant d'énergie grise il y a quelques instants. En fait, non. Si on prend du recul sur cette question-là, on s'aperçoit, ceci c'est le bilan carbone d'une famille française. Donc nous sommes là au niveau d'une famille et puis d'une personne, mais ça ne change pas grand-chose. Le logement, les transports, voilà les tonnes de carbone à chaque fois. Et l'argent c'est 35 000 kilos, 35 tonnes d'équivalent carbone. Soit plus que les transports, soit plus que le logement. Comment c'est possible, ça ? Bien, c'est possible parce que l'argent que nous utilisons, très généralement, nous le plaçons, nous le mettons dans une économie financière, sachant que l'économie financière représente 97% de l'économie totale, alors que l'économie réelle qui fait tourner l'industrie, tourner l'artisanat, ne représente que 3%. En fait, c'est de l'argent de spéculation dont on parle. Et globalement, si on s'intéresse à une famille moyenne de 4 personnes, vivant classiquement, c'est le français moyen, on s'aperçoit que entre compte courant et compte épargne, en moyenne, il y a 50 000 euros plus ou moins placés. Ce qui représente quand même 35 000 kilos, 35 tonnes de carbone par famille et par an. Alors vous allez me dire, comment c'est possible? Quelle est la relation entre ces émissions de carbone et cet argent placé où? Placé en banque. Eh bien, effectivement, c'est un choix des banques que d'investir sur des productions, sur de la consommation, voire du recyclage, de façon responsable ou moins responsable. Toutes les banques ne sont pas égales. Certaines banques ont un assez faible taux d'émission, aux alentours de 500 grammes par euro et par an pour certaines banques. Pour d'autres, le chiffre est 2 fois supérieur. Alors à la question, qu'est-ce qu'on y peut? Certains diraient changer de banque. On peut aussi voir les choses un peu différemment en disant peut-être pouvons-nous choisir les investissements au sein des banques dans lesquelles on est et de choisir de placer notre argent en faisant des choix éthiques et responsables. Mais en fait, ce que l'on vient de dire, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'eau virtuelle, des déchets réels, de l'énergie grise, en fait, on voit l'intérêt qu'il y a à bien prendre en compte toute la complexité de l'ensemble des situations qui nous entourent, pour ne pas raconter n'importe quoi avec n'importe quel chiffre, et prêter là une oreille compatissante, voire discutable, sur tout un tas de propositions qui nous sont faites. Comme cette vidéo n'est pas la dernière, vous pourrez d'une part aller consulter les ressources déjà réalisées ou à venir, ou d'autre part aller plus loin en allant regarder le site du Réunifed ou le réseau universitaire Formation, Éducation, Développement Durable ou celui du projet FECODE.